Ah. Eh bien, nous allons donc démarrer cette dernière table ronde de clôture, donc. Donc, bonjour à tous. Nous l'avons vu durant toute cette journée, les études sur le niveau de la mer sont de plus en plus pointues, avec de nouveaux indicateurs, des listes de données historiques, on va en parler, de plus en plus longues, des nouveaux modèles. Alors, c'est une bonne nouvelle, évidemment, dans le contexte des changements climatiques, puisque les enjeux politiques, économiques et sociaux sont colossaux. Un seul chiffre que vous connaissez tous bien, mais qu'il est quand même, je pense, ici important de rappeler, 60% de la population mondiale vit à moins de 60 km du littoral. Alors, quelle vision globale a-t-on, finalement, de l'état de ces connaissances? Comment peut-on les améliorer? À quoi servent-elles concrètement? C'est de tout cela dont nous allons parler avec nos intervenants que je vous présente tout de suite. Donc, comme il n'y a qu'une seule femme, je commence par elle. Marilyn Diarra, bonjour. Vous êtes directrice de l'environnement et des établissements classés au ministère de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal. À votre gauche, Torquilda Haroup, qui est chef de l'unité des tsunamis de la COI, la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. À ma droite, Philippe Dandin, qui est à ma gauche, en fait, pardon, je me disais, ça va pas là-bas. Directeur adjoint scientifique du Centre national de recherche météorologique à Météo France. Et donc à ma droite, Laurent Carleguer, qui est directeur adjoint du CHOM, et Jean Jouzel, qui est donc directeur de recherche émérite depuis un mois. Il fallait que je le mentionne, au CEA et ancien vice-président donc, du groupe de travail scientifique du GIEC. Alors Jean Jouzel, je vais démarrer avec vous. Que pensez-vous globalement, vous qui avez ce recul de la recherche, de l'état des connaissances aujourd'hui sur le niveau de la mer? Bonjour à tous, merci Anne-Cécile. Non, c'est peut-être un peu dur avec la communauté, on est ici avec une communauté. Je dis souvent que le niveau de la mer est un des domaines où on a le plus d'incertitudes. En tout cas, alors, il faut voir, on va parler du passé, du présent, du futur. Bon, en gros, je peux donner un exemple, c'est pas du tout pareil si l'élévation du niveau de la mer, si Jim Hansen a raison quand il dit que le niveau de la mer va s'élever de quelques mètres, voire 5 mètres à la fin du siècle, ou bien quand le GIEC dit que ça va être limité à 80 cm. Donc, je veux dire, c'est quand même un véritable problème. Donc, pour moi, il y a ce facteur 5, alors ça, c'est quand on regarde vers le futur, après on va regarder d'autres périodes. Effectivement, il y a quand même... mais je sais que ça a été évoqué ce matin, à travers finalement la difficulté à appréhender disons, l'évolution future des calottes glaciaires, hein, parce que c'est bien ça la principale cause d'incertitude. Voilà, donc oui, donc il y a beaucoup à faire. Disons, moi je me suis intéressé, je ne suis pas directement disons, impliqué dans les recherches sur le niveau de la mer, mais je suis intéressé donc à travers, au niveau français, à travers disons, j'ai coordonné, alors, Connery Le Cosanet qui a parlé tout à l'heure était une des chevilles ouvrières, hein, disons, un rapport sur le niveau de la mer dans le cadre d'une série de rapports, disons, rédigés à travers, en tout cas avec le soutien de l'ONER, qui est toute la communauté scientifique. Donc le dernier, c'était sur l'élévation du niveau de la mer en France. Bien sûr, on a dit beaucoup de choses. Je pense, on a dit des choses dans ce rapport, mais on a surtout dit qu'il y avait beaucoup à faire. Quand on regarde du niveau régional, quand on regarde comment on passe de l'élévation du niveau de la mer dans une baie à ce qui se passe réellement localement, c'est vraiment, là aussi, au niveau régional, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes sur l'évolution régionale du niveau de la mer. Alors, un caractère, disons, c'est vrai au niveau de la France, c'est vrai à échelle plus globale. Voilà, et bon, je me suis aussi intéressé à ces problèmes d'élévation du niveau de la mer. J'ai été, c'est de là que naît un petit peu cette vision disons, d'un domaine où il y a encore beaucoup d'incertitudes. J'étais, disons, comment dire, enfin, j'étais dans le groupe du GIEC, dans le chapitre du GIEC dédié au niveau de la mer, c'est, disons, dans le dernier rapport du GIEC, comme éditeur, hein, pas comme auteur, mais on voit bien, quand on voit cette communauté, j'ai participé à tous ces débats, donc on voit bien que c'est vrai qu'il y a beaucoup de distance entre les visions des gens, en tout cas pour le futur. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a encore des incertitudes, je dirais que oui, et c'est même un des domaines où il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes.
Alors nous reviendrons sur ces incertitudes, mais on va se tourner un petit peu vers le passé et l'importance de le connaître. On en a beaucoup entendu parler dans les différentes interventions. Aujourd'hui, Laurent Kirleguer, c'est vrai qu'on l'a vu lors de plusieurs présentations, c'est essentiel aujourd'hui d'exploiter les archives. Hein. Oui, effectivement, enfin, on a vu au cours des 3 jours là maintenant l'importance de l'observation pour ces problématiques de niveau de la mer. Donc l'observation, on a dans les années récentes l'observation satellite, mais on a vu aussi l'importance, et notamment par rapport au recul qu'elles permettent, des observations de marée. Donc on a eu notamment cet après-midi ou ce matin, je ne sais plus, un exposé sur les séries historiques, dont on voit que pour certaines d'entre elles, elles permettent d'avoir des reculs jusqu'à, on a parlé de 125 ans, sur Saint-Nazaire. C'était Saint-Nazaire 1821, je crois. Voilà, on a même du 1700 sur Brest. Donc on a quelques positions comme ça où, grâce aux archives, notamment celles du CHOM, mais pas que, puisqu'on a vu qu'il faut aussi être capable d'aller chercher les archives un peu partout, on peut avoir des reculs qui sont quand même assez intéressants, notamment au regard des phénomènes que l'on cherche à évaluer au travers du réchauffement climatique. Donc là, face à nous, on a vraiment un enjeu de reconstituer ces séries historiques dont on a vu que c'était un travail difficile. Il y a beaucoup de sources d'erreurs, il faut être un peu rat de bibliothèque, il faut aussi être scientifique. Donc il faut vraiment mettre beaucoup d'éléments en place pour reconstruire ces séries historiques. Je tiens à dire aussi que ces séries historiques, donc on peut les construire sur quelques endroits en France, mais il se trouve aussi qu'au CHOM, on dispose d'un certain nombre d'archives donc lié à la présence française en Afrique occidentale, où là aussi on a des opportunités en coopération avec les pays concernés pour reconstruire ces séries. Je voudrais quand même juste ajouter un mot, c'est que aujourd'hui on a donc face à nous cet enjeu de data rescue qu'on a à peine amorcé en fait au CHOM. On a été couronné de succès dans une offre qu'on a fait dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir pour présenter un programme qui s'appelle Archipel, qui vise justement à faire du data rescue sur les archives, donc c'est-à-dire à les numériser pour les préserver pour l'avenir. Et on souhaiterait, donc on recherche actuellement les moyens, et on va frapper à quelques portes pour essayer de promouvoir cette idée de manière un peu massive et de réaliser donc un travail de numérisation à grande échelle des archives dont on dispose. L'information est passée en tout cas. Marine Diarra, j'imagine que ça vous intéresse d'entendre que le CHOM possède des archives peut-être du Sénégal. J'imagine que vous en avez pour le Sénégal. Il y en a aussi. Oui. La réponse, elle est immédiate. Oui, bien entendu, ça nous intéresse au niveau du Sénégal parce que d'après ce qu'on a pu voir tout à l'heure, on en a discuté tout à l'heure, il y a effectivement des données sur des années et des années, alors qu'on ne pouvait pas jusqu'à présent disposer de ces données. C'est vrai aussi qu'il y a des structures qui travaillent, il y a des chercheurs qui travaillent au Sénégal depuis après l'indépendance, il y a des universités qui sont là, qui ont pu accumuler quelques données, qui ont pu accumuler sur quelques décennies des informations, mais qui ne sont pas suffisantes, puisqu'il faut avoir beaucoup plus de recul pour pouvoir anticiper sur ce qui se passe et gérer la côte à l'heure actuelle, et gérer cette évolution du niveau de la mer aussi, et voir toutes les répercussions qu'il y a. Il faut, bien entendu, on le sait tous, beaucoup plus de données en arrière, beaucoup plus de recul. Et donc c'est encore une fois, sans hésiter, qu'on marque notre intérêt pour toutes ces données qui ont été accumulées au CHOM et dans d'autres secteurs aussi, le BRGM par exemple, mais vous travaillez ensemble. Et donc il y a effectivement un gros potentiel, beaucoup de données de base et de données majeures, je dirais, pour le pays, pour pouvoir ensuite faire ce vers quoi on est en train d'essayer d'aller, c'est-à-dire monter un observatoire du littoral. Et pour monter un observatoire du littoral, ça n'est pas simple. En France, il y a différents observatoires du littoral qui existent. On aimerait aussi au Sénégal pouvoir aller vers ça et pour pouvoir monter ce type d'entité. Mais pour ça, on a besoin de ces données de base. On a besoin de beaucoup d'autres choses, mais on a au moins besoin déjà, c'est un point de départ, de toutes ces données.
Thorkild Harup, le rôle de la Commission océanographique internationale, c'est de mettre en réseau les chercheurs et leurs recherches, entre autres. Alors, justement, est-ce que, là, on voit à travers l'échange entre le CHOM et le Sénégal qu'il y a un intérêt, est-ce que l'information circule bien? Est-ce que ces données, qui, on l'a vu, ne sont pas toujours numérisées, arrivent quand même à être bien échangées au niveau mondial, j'imagine plus dans certaines régions du monde que dans d'autres? Oui, merci. Seulement une petite correction. C'est intergouvernemental, mais pas international. Mais, ah, pardon. mais c'est pas grave. Oui, le changement du données marche bien dans certaines régions et pas suffisant bien dans d'autres régions. Mais il faut voir dans une perspective de temps. Le système du GLOS, qui est seulement, il a 25 ans ou quelque chose comme ça, a fait beaucoup pour sensibiliser les sociétés et des pays que l'importance de mesurer le niveau de la mer et échanger les données. Et j'espère qu'on a aussi aidé de banaliser cet échange. Je ne dis pas banalisé dans une sens négative, mais c'est seulement que dire qu'il y a des pays qui a restreint cet échange à cause de sécurité nationale ou parce qu'ils souhaitent vendre les données. Et je pense qu'on a amélioré beaucoup pendant les dernières 25 ans. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce système. C'est un système de best effort, comme Guy Woppelmann a dit. Ça veut dire on ne peut pas dicter à les pays ce qu'on peut faire. Il y a aussi une grande différence dans les capacités de mesurer le niveau de la mer en haute précision. Et en ce qui concerne les anciennes données, on a aussi essayé de faire des campagnes pour sensibiliser l'importance de sauvegarder les anciennes observations et au minimum informer sur quelles est les observations on a dans les archives, même si c'est en papier ou en format de table. Merci. Philippe Dandin, pour vous aussi, c'est important de récupérer les données historiques. D'ailleurs, vous avez fait un gros travail à Météo France dans ce sens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. En météorologie aussi, nous nous intéressons à récupérer de la profondeur historique. Alors, avant tout, ce que je voudrais dire, c'est que ce travail de recherche et de sauvetage des données anciennes, c'est d'abord une réflexion sur l'observation et le besoin fondamental d'observation pour nos sciences. On doit, de la même façon qu'on se replonge vers le passé, on doit penser aujourd'hui le système d'observation dont on aura besoin pour répondre aux questions qui sont déjà entrevues et pour les questions qui seront vraiment très importantes pour les générations suivantes de chercheurs. Donc c'est exactement l'effet miroir que nous offre l'action de Data Rescue. Alors Data Rescue, c'est un peu un slogan, ça ressemble à Search and Rescue pour les marins et les océanographes qui sont ici, ça parle sans doute. Le Data Rescue, c'est une longue chaîne très pluridisciplinaire de travaux. Il faut d'abord préserver les archives. Je pense que nous avons tous vu des bennes à ordures.
en tout cas menacé d'être rempli d'archives parce que vous avez quelque part un labo qui déménage ou des choses comme ça. Ça commence par ça, le data rescue. Il faut avoir cette attitude vigilante désormais et on a passé ce message au sein de Météo France, c'est dans la communauté météorologique, qu'on ne jetait plus rien, qu'il fallait remettre l'ouvrage sur le métier, y compris reprocesser des informations qui avaient été déjà étudiées dans le passé, mais classiquement en climatologie, il y a quelques décennies, on travaillait à pas de temps annuel, mensuel. Aujourd'hui, on s'attache à récupérer des données infra-quotidiennes parce qu'on veut aller taquiner et comprendre les évolutions des événements extrêmes. Je crois que tout ça vous a été dit pendant ces 3 jours. Le data rescue, c'est donc une longue chaîne pluridisciplinaire. Il faut des historiens, des archivistes. On manque d'archivistes. Il faut des scientifiques et il faut, face à cette montagne gigantesque d'archives qui existent, eh bien, il faut une stratégie d'action tirée par les enjeux scientifiques. Pour nous, en météorologie, on s'est focalisé en France sur un travail d'amélioration du diagnostic d'évolution du climat en métropole et pour les Outre-mer sur les 150 dernières années. On n'a fait que commencer le travail, mais on a refait les travaux de diagnostic qui avaient été produits au début des années 2000. On affine le diagnostic, on répond également en parallèle des enjeux scientifiques à des enjeux, je dirais, d'ordre politique. On a toujours à apporter finalement la preuve de l'évolution du climat. On a toujours à convaincre nos élus, les décideurs, à convaincre nos concitoyens que quelque chose se passe, que quelque chose d'important se passe. Et les archives ont aussi cette dimension, en plus de l'apport scientifique, que nous permettent la récupération de données et de métadonnées. On oublie souvent de mentionner qu'on a autant besoin des modes d'emploi pour savoir comment étaient acquises ces données. Eh bien, les archives ont aussi cette vertu de permettre d'illustrer certains phénomènes, certaines choses, et de faire appel à une mémoire, à une culture du risque, et de travailler de cette façon-là, en écho sur la dimension d'adaptation au changement climatique. Voilà. C'est dit de façon très raccourcie. C'est un effort qui est considérable, qui n'est pas solitaire, qui doit se mettre en harmonie avec les travaux qui sont menés en modélisation, qui sont menés en éducation, en formation. Mais le Data Rescue participe de toute cette démarche d'action face au climat. Alors Jean Jouzel, vous nous disiez en effet qu'il y a une grande amplitude d'incertitude, enfin une grande amplitude et donc beaucoup d'incertitudes finalement dans ce travail de recherche sur l'évolution du niveau de la mer. Vous donniez des échelles tant de centimètres assez vertigineuses. C'est vrai aussi que l'échelle de vision, enfin quand on veut essayer d'anticiper pour bien s'adapter, on a du mal à descendre à un niveau local à petite échelle. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'on est quand même bien outillé au niveau de la recherche pour pouvoir s'adapter, sachant que les effets des changements climatiques commencent déjà à se faire sentir? Oui. Alors, est-ce qu'on, au niveau de la recherche, peut-être avant de répondre, je voudrais quand même dire quand la data rescue, c'est aussi pour, disons regarder les données, c'est aussi le regarder sur des plus longues échelles de temps. Par exemple, vraiment un des résultats qui est marquant, c'est cette évidence que le niveau de la mer était de 5 à 9 mètres plus élevé il y a 125 000 ans. Et donc ça donne de la crédibilité finalement disons alors que le climat était, notre planète était probablement entre 1 et 2 degrés plus chaud qu'aujourd'hui au maximum. Donc ça donne bien une idée de la sensibilité de l'élévation du niveau de la mer au climat, à des changements climatiques. Alors, ce qui manque dans ces données du passé, mais enfin ça commence, il y a eu, je pense, des présentations ce matin, c'est d'avoir une idée de la vitesse de ces changements. Et c'est ça qui est très important. Et quand on parle de recherche, c'est vrai que c'est un axe de recherche qui est extrêmement important. Est-on capable vraiment, dans le passé, aussi bien au cours des derniers maximums glaciaires qu'au cours des changements précédents, d'être capable d'évaluer une vitesse de changement, d'élévation du niveau de la mer de façon précise. Ça, c'est un gros point. Alors,
quels sont les domaines quand on regarde les niveaux de la mer? Alors, je crois que c'était aujourd'hui que devait se lancer Jason 3, mais ça a été reporté. Alors, bon, quand même, les outils, quand on regarde le niveau de la mer... Ça vole, ça vole. Hein? Jason 3 est parti. Il était lancé, mais... donc, non, pas... donc, c'est... Bon, je ne sais pas qui est de la communauté satellitaire là, mais il y a vraiment besoin de continuité sur les satellites, ça c'est très clair. Il y a un appel très clair de cette communauté. Disons justement, là, les données, on a besoin bien sûr d'améliorer la précision, mais c'est déjà pas mal, et surtout d'assurer la continuité sur des périodes de temps assez longues. Donc voilà, donc sur... moi, je suis l'effort de Philippe, bon, pas simplement sur le niveau de la mer, il a parlé de la data rescue, mais sur les données météo, c'est clair que c'est très important vraiment d'avoir ces données historiques. J'espère que, disons, ceux qui s'y attachent, hein, du côté du Chaume comme du côté de Météo France ou d'autres, hein, réussiront effectivement à produire ces données. Il y a beaucoup de données enfouies, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'on a les moyens? Pour moi, ça reste aussi... je redis que les incertitudes, elles sont aussi au niveau de... Est-ce que alors, la modélisation océanique est très importante, hein, donc il faut l'améliorer, regarder les caractéristiques régionales, c'est pas si simple, hein, donc comment ça commence? On commence à faire des simulations en regardant l'élévation régionale du niveau de la mer, mais il y a beaucoup à faire. Et on voit bien qu'il y a des domaines qui, là aussi Gaël Durand l'a évoqué ce matin, il y a des domaines qui demandent de gros efforts, c'est effectivement la modélisation des calottes. C'est loin d'être... là, c'est vraiment la bouteille à l'encre, c'est quand même une zone d'incertitude. Donc ça, je crois qu'il y a quand même du bon soutien sur ces projets de modélisation des calottes, des ice shelves, de l'influence de la glace de mer, disons sur l'écoulement, tout ça, mais ce sont des vraies questions. Enfin, pour moi, quand on regarde le niveau de la mer, alors après on va parler des impacts aussi, je pense aussi qu'il faut passer, hein, on avait discuté avec Gonéry dans le rapport, il faut passer à une échelle vraiment régionale sur les conséquences de l'élévation du niveau de la mer. Je veux dire, bon, je ne sais pas si notre collègue est responsable des tsunamis ou des événements extrêmes. Bon, moi j'aimerais bien savoir si c'est sérieux de mettre un mur autour de New York vu du point de vue scientifique. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est pas aller dans le mur de faire ça? Alors, c'est ce qu'on envisage quand même comme adaptation. Est-ce que c'est sérieux de se protéger? Est-ce qu'on peut se protéger sur tout? Il faut quand même réfléchir en termes d'adaptation à ce qui est raisonnable. Et je pense que là, notre science, on a des éléments à apporter, disons, sur différentes échelles de temps. Mais la question doit être posée pour l'adaptation. Tarkil Laroup, justement, comment est-ce que vous réagissez à ce qu'a dit Jean Josel? Est-ce qu'on est équipé pour bien s'adapter? Et est-ce que parfois il n'y a justement pas Pardon? Oui, pour prendre les bonnes décisions. Pour prendre les bonnes décisions, oui. Parce que c'est vrai que par exemple à New York, qui a été présenté aussi dans les différentes présentations, enfin, moi je me souviens avoir fait un reportage après Sandy sur ce que New York envisage pour se protéger. C'est quand même assez surprenant et ça va coûter des millions de dollars. Et pourtant, des milliards, oui, même, des milliards. Et quand on voit ce à quoi ça va être utilisé, on se dit, mais là, on marche un peu sur la tête. Alors, par rapport au tsunami, par exemple, enfin, les liens sont un peu différents. Mais... Alors, est-ce qu'on est bien placé pour déterminer quel est le plus optimal d'adaptation? Je pense pas. Mais en effet, on doit voir quelles sont les autres priorités pour les sociétés. Et on peut toujours faire plus de recherche et plus d'observations. Et c'est d'une balance que les sociétés individuelles ou les pays individuels doivent faire pour déterminer quelle incertitude ils souhaitent de vivre avec. Autrement, je veux aussi dire que c'est une process en développement. Au contraire,
pour les météorologistes, et Philippe, il peut me corriger, mais le système pour l'observation de l'atmosphère, il est 150 ans, quelque chose comme ça. Pour l'océan, on a commencé à mettre en place un système pendant les dernières 25 ans. Et bien sûr, on est en train de catch-up avec les météorologistes. Mais si on regarde ce qu'on a fait et obtenu pendant les dernières 25 ans, on a amélioré les informations, on a amélioré les coordinations entre des différentes composants des Global Ocean Observing System, où le mesure de niveau de la mer est une des composants. Et je peux ajouter que on n'a plus eu, we have never had more tide gauges than we have now. Tu peux peut-être me aider. Nous avons plus de flotteurs de Argo comme on a en ce moment. Nous n'avons pas eu beaucoup plus des chercheurs comme on a en ce moment. On n'a pas eu plusieurs des bateaux de recherche pour l'océan. Il y a une vraie dynamique. Il y a un vrai dynamique, et ça symbolise aussi que les pays et les sociétés souhaitent investir dans les systèmes d'observation. Est-ce que c'est suffisant? Probablement pas. Mais on est en train d'établir ce système. Mais après, il y a un fort décalage quand même entre les pays du Nord et les pays du Sud, si on prend ce clivage-là qui est très très net, que vous constatez à l'ACOI. Alors Marilyn Diarra, vous disiez tout à l'heure qu'au Sénégal, la recherche démarre, et puis vous avez l'intention de créer un observatoire du littoral. Vous mettez aussi en place des actions locales, justement pour limiter les impacts. Alors, cet observatoire, par exemple, est-ce que vous êtes suffisamment outillé pour le mettre en place? Vous en êtes à quel stade aujourd'hui? Suffisamment outillé, non. Justement, c'est une des raisons de ma venue aussi ici, puisque je dois faire tout un circuit en France pour appréhender un petit peu ce qui est fait, pour voir un peu comment on peut structurer un observatoire du littoral. On en est au début, on va faire une étude de faisabilité justement qui va démarrer en février ou mars au Sénégal pour savoir quelles sont les possibilités, quels sont les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est réaliste de penser à un observatoire du littoral au Sénégal? Quels sont les atouts que l'on a? Donc il y a toute une démarche qui est en train d'être faite. J'ai pas dit que la recherche commençait au Sénégal, j'ai pas vraiment dit ça, parce que la recherche a démarré depuis longtemps. Vous avez parlé d'archives qui existent depuis très longtemps, et ensuite ça a continué. Les universités, elles ne datent pas d'hier, donc de la recherche, il y en a toujours eu depuis très longtemps, mais à un niveau qui n'est peut-être pas très compétitif, excusez-moi, par rapport à d'autres pays. Mais enfin, il y a toujours eu de la recherche. Ce que je voulais dire par rapport aux échanges qu'il y a eu tout de suite, c'est que oui, il faut ces données, bien entendu, il faut cette recherche, ça c'est évident, personne ne peut remettre ça en question. Mais après, lorsqu'on a les éléments aussi, lorsque l'on a les résultats d'études, lorsqu'on a toutes ces analyses qui sont faites, il y a un autre problème qui se pose, bien sûr, c'est de prendre les bonnes décisions par rapport aux éléments que l'on a. Et pour prendre les bonnes décisions, il faut que nos décideurs puissent avoir les éléments en main, puissent comprendre la nécessité justement d'aller dans telle ou telle direction. Et ça aussi, c'est souvent un problème, parce qu'il y a des données, il y a des éléments, mais il y a un gap en fait entre la recherche et les décisions qui sont prises. Et souvent, les décisions qui sont prises ne sont pas
ne sont pas forcément cohérentes par rapport aux résultats des recherches. Et là, bon, c'est à nous, il y a un maillon en fait à créer entre les deux pour pouvoir faire en sorte que les décisions se rapprochent le plus possible de la réalité, de ce qu'il faudrait faire effectivement. Hein. Quelques exemples, au Sénégal par exemple, vous avez parlé du mur de New York, mais nous aussi, on a construit, excusez-moi, j'ai vraiment un problème de gorge, on a construit aussi à une échelle qui n'a rien à voir, bien entendu, avec celle que pourrait avoir New York, mais on a construit des édifices, on a construit des protections sur le littoral par exemple, qui se sont avérées être une catastrophe. Je crois qu'il n'y a pas qu'au Sénégal, hein, on peut trouver des exemples partout dans le monde. Bon, peut-être que si on avait eu les bons éléments, si les décideurs avaient eu les bons éléments, ou s'ils avaient priorisé, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, il y a un problème de priorité aussi. Parce que, je ne sais pas, quand un pays est décimé par une maladie, on va forcément s'éloigner un petit peu de nos problématiques du littoral. Donc c'est tous ces éléments qui font que c'est assez difficile de savoir comment gérer tout cela. Mais maintenant, avec la COP21 qui vient de se passer, avec toutes les sonnettes d'alarme qui ont été tirées, les pays, en tout cas tous les pays qui ont un littoral, se rendent compte qu'il y a une nécessité absolue à réfléchir vite, parce qu'on risque de se faire rattraper sinon par les événements. Et donc il faut, je pense, bousculer fortement amener les décisions, les bonnes décisions à être prises. Et c'est ça aussi l'objectif de cet observatoire du littoral au Sénégal, par exemple, hein, qui se fera probablement en concertation avec le Togo, le Bénin. Il y a notre ami Adoté Blivy qui est là et d'autres. Ça va se faire aussi à l'échelle régionale, mais il y a besoin de cette cohérence, de cette concertation. Et donc, c'est tout un programme à mettre en place. Alors, au niveau du Sénégal, on a déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, réfléchi, puisqu'on a un programme de gestion intégrée des zones côtières, qui a été financé par l'Union européenne, qui existe, qui s'est mis sur pied depuis 2011 environ. Et on va partir de ce qui existe déjà et d'autres études avec la Banque mondiale, etc. On va partir de ça pour pouvoir poser les jalons d'un observatoire du littoral. Voilà, ça y est, c'est un peu capricieux. Laurent Kerléguer, justement, Marine Diarra parlait de la COP21. On peut espérer que ça va aussi insuffler une dynamique dans la recherche. Alors, Ségolène Royal vient d'annoncer la mobilisation de 7,5 millions d'euros pour finaliser le projet LITO 3D. Ça, c'est un outil, justement, qui peut être utile pour les décideurs, pour prendre les bonnes décisions. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors LITO 3D, en fait, c'est un projet qui nous a été confié ainsi qu'à l'IGN lors du CIMER, du Comité interministériel de la mer, en 2011, où il nous avait été demandé d'établir un référentiel géographique du littoral. Donc ça se fait au moyen d'une technologie de laser bathymétrique aéroporté, ce qui permet, pour des coûts très compétitifs, d'acquérir de la donnée dans la zone littorale, qui est très difficile d'accès avec des moyens in situ, hein, par bateau. Donc en pratique, un des seuls moyens de le faire, c'est le laser aéroporté, ou en tout cas de le faire pour des prix compétitifs, pour des coûts compétitifs. Donc depuis 2011, on a déjà couvert une petite partie de la métropole, les îles éparses, Mayotte. On a également travaillé en Martinique. Et là, effectivement, la bonne nouvelle qui vient d'être annoncée par le ministère de l'Environnement, c'est le coup de pouce important, hein, puisqu'on parle de 7,5 millions d'euros, pour porter les stockades et finaliser l'établissement de ce référentiel géographique du littoral. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en plus, ces levées par laser aéroporté ont la bonne propriété de réaliser un levé qui est sans discontinuité entre la terre et la mer. Hein. Donc on a toute la problématique du référencement vertical qui est essentielle quand on veut après faire des modèles d'inondation ou donc mesurer les effets d'une élévation du niveau de la mer sur le continent, se trouve résolu d'une certaine façon à partir du moment où on a un modèle continu de la mer vers la terre. Et donc c'est ça qu'on va pouvoir relancer et, je l'espère, finaliser rapidement
déjà en métropole. Et puis après, donc c'est une technologie, un savoir-faire qui existe et qu'il faudra aussi certainement mettre en œuvre dans d'autres régions. Justement, Jean Jouzel, là on voit un peu deux niveaux, je dirais. Là, il y a Ségolène Royal qui dit 7,5 millions d'euros pour l'ITO 3D, Marie-Line Diarra qui dit nous on va essayer, est-ce que c'est raisonnable de créer un observatoire au Sénégal? Et en même temps, l'injustice réelle de ces enjeux-là, c'est que ce sont les pays justement les moins bien équipés pour la recherche qui sont les plus impactés. Donc j'imagine que la solidarité doit jouer aussi de façon très importante dans la recherche. Oui, elle doit jouer. Oui. Bien entendu, il y a... Disons, tout le monde n'est pas malheureusement égal devant le réchauffement climatique. Il y a clairement des pays plus vulnérables et dans ces pays vulnérables, ce sont une des raisons de vulnérabilité soit de petites îles, soit de pays côtiers. C'est effectivement l'élévation du niveau de la mer. Et souvent, ces pays, ces régions cumulent aussi le risque de, disons, dans un climat plus chaud, d'avoir plus de cyclones. Ils sont quand même pas insensibles à l'acidification de l'océan, parce que généralement, ils tirent beaucoup de ressources de l'océan. Donc ces pays, soit côtiers, soit ces îles, sont vraiment effectivement plus vulnérables que d'autres. Et d'ailleurs, je souscris pleinement, même si ce sera extrêmement difficile, disons, à l'objectif 1,5 degré que finalement ces pays ont essayé de mettre sur la table à la COP21. Alors, solidarité, bien sûr qu'il faut de la solidarité dans la recherche. Il y a cette solidarité, quand on parle des 100 milliards de dollars, donc les pays riches ont promis mettre à disposition, enfin, disons, ça semble à peu près bien parti, même si la feuille de route n'est pas encore complètement définie, c'est quand même plus sur la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation. Je n'ai pas entendu souvent le mot recherche dans cette mise à disposition, dans ces transferts financiers dont on parle. On parle de transferts technologiques aussi, mais la recherche, effectivement, et on parle, comme dit Marie-Line Diarra, de renforcement de capacité. Capacity building, c'est dans l'accord de Paris. Oui. Mais, mais au niveau financier... Il n'y a pas de chiffre. Non, il n'y a pas de chiffre. Donc les 100 milliards de dollars ne sont pas dédiés à ça, ça je veux dire. Donc il y a vraiment un besoin de financement dans ces domaines de recherche, c'est ce que je pense, oui. Allez-y. Oui, au niveau du groupe africain même, et du groupe 77 et la Chine en général, on se bat pour que l'adaptation soit prise en compte au même titre que l'atténuation au niveau des financements. Et ça sous-entend donc tout ça, des financements pour la recherche, pour le transfert de technologie, pour le renforcement de capacité. On se bat pour ça. Philippe Dandin, est-ce que vous voulez réagir à ce que l'on vient de dire ? Écoutez, très modestement, je vais revenir à nos efforts de Data Rescue pour dire que, effectivement, du fait de l'histoire française, partout où le pavillon français a flotté, il y a eu de la mesure qui a été faite. Que lorsqu'on trouve des informations qui peuvent intéresser nos collègues des ex-colonies en particulier, mais également de lieux sur la planète où des expéditions scientifiques ont été menées, eh bien, on le signale, on coche des cases, on remplit des formulaires et on indique à nos collègues que les scans sont disponibles et qu'ils peuvent venir fouiller dans ces archives pour extraire les informations qui existent. On le fait également, évidemment, nous on obéit à des stratégies de recherche en priorité sur les paramètres météorologiques, mais si l'on trouve des informations à caractère marégraphique, hydrographique, si l'on trouve des relevés... On a trouvé ça récemment, des relevés en Indochine de sondes bathymétriques. Si l'on trouve des données que cherchent avec avidité nos collègues étudiant les écosystèmes aujourd'hui, pour lesquels d'ailleurs aujourd'hui, alors qu'il y a 100 ans, c'était le service de l'État qui faisait ces observations d'apparition d'oiseaux migrateurs et de phénomènes de phénologie, c'est-à-dire de stade de croissance des plantes, aujourd'hui on fait appel à des sciences participatives. On fait appel aux citoyens pour récupérer ces informations. Donc ce qu'on fait, nous, dans notre travail d'exploration, c'est vraiment un travail d'exploration de bénédictin dans la masse d'informations. Eh bien, on coche des cases et on signale ça à nos collègues. On a des collègues d'Extrême-Orient qui ont récupéré ainsi des données qu'on avait identifiées et que, pour le coup, on avait saisies sur l'Indochine. Donc ça, c'est une coopération sur les efforts du passé.
De la même façon, en météorologie, en océanographie, on s'efforce de coopérer de la façon la plus intelligente qui soit. Quand vous envoyez un bateau à l'autre bout du monde, et je crois que notre collègue du CEREJ l'a bien montré, ça coûte des fortunes. Si en plus il faut forer dans les coraux, c'est des efforts qui sont considérables. Et donc toutes les missions maintenant sont multi-objectifs. Donc ça, ce sont des formes de coopération qui ne sont pas toujours évidentes parce qu'on n'a pas forcément le réflexe d'échanger en amont. Voilà, je voulais réagir aussi sur l'ITO 3D. L'ITO 3D, c'est essentiel, c'est une connaissance qui sert à mieux comprendre le présent, à mettre en place des systèmes pour le futur. De la même façon, vu la richesse du fond cartographique, marégraphique qui nous a été un petit peu évoqué là par les travaux sur Saint-Nazaire, qui existe au CHOM, il faudrait un vrai projet de data rescue orienté sur le niveau de la mer. Il y a des efforts considérables à mener dans ce domaine-là et les crédits à mobiliser sont beaucoup moins importants qu'on l'imagine, mais un petit peu plus qu'on est prêt à mettre sur la table. Voilà, ça n'est ni de la recherche, ni des opérations, mais il faut la mobilisation de tous pour se convaincre que ces informations-là, comme celles de paléoclimatologie, sont absolument essentielles pour comprendre des phénomènes qui se déroulent sous nos yeux en ce moment, à des fréquences de temps qui peuvent être très diverses, qui peuvent être de l'ordre de ce qu'une vie humaine peut appréhender, mais qui peuvent être aussi des ruptures climatiques. Ça nous a été montré avec les carottes de Camoin, là, enfin les carottes de coraux. On a vraiment besoin de comprendre tout ça et voilà l'effort qui nous est demandé aujourd'hui. Donc c'est pluridisciplinaire, coopération internationale, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ce que je peux vous dire en réponse. Marilyn Guerra, vous aviez une anecdote à partager. Oui, je voulais déjà dire l'intérêt qu'on a pour ce programme dont vous parlez de Data Rescue, parce qu'effectivement, il y a un tas de données qui sont éparpillées. Et l'anecdote, c'est par rapport à ça. Je travaillais sur une thèse sur le Saloum, le delta du Saloum, qui se trouve donc au Sénégal. Et j'avais énormément de mal pour retrouver des photos aériennes, des cartes marines, etc. Puisque au niveau du service géographique national du Sénégal, pratiquement les données étaient manquantes. Et un jour, j'arrive au département de géologie et il y avait une poubelle pleine de photos aériennes de 1954, de 1979, de 1900, je ne sais plus les dates, et des cartes marines aussi. C'en était plein et ça partait aux ordures, tout simplement. Donc je suis vraiment intéressée par ce programme, mais je ne sais pas comment vous l'avez mis en place. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter pour savoir comment effectivement réagir par rapport à ça, parce on peut être dans des structures un peu clés où on a la possibilité justement de mettre en place un système de récupération de ces données. Donc on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Oui, il y a un enjeu d'éducation de la communauté scientifique. Moi, le dernier exemple que j'ai, ce sont des glaciologues à Grenoble qui croisent à la cantine sur le campus de l'université de Grenoble des collègues météo qui disent « Tiens, le coup de l'armoire, là, on bouge telle partie du labo, on a des armoires de vieillerie, ça part à la benne cet après-midi. Venez jeter un œil si vous voulez. » Donc on a besoin d'être à la table ronde finale des journées REFMAR pour dire la chose, en convaincre nos collègues partout. Il y a des programmes internationaux sous l'égide des organismes des Nations Unies, hein, l'UNESCO, l'OMM, etc., qui font la promotion de ces efforts-là. Mais moi, je peux vous donner l'exemple en France de ce que j'ai fait à Météo France. J'étais en position de décider que ça pouvait être une activité opérationnelle confiée à mes équipes. Donc je l'ai fait. Il a fallu se battre, j'allais dire comme un chien, vous me pardonnez l'expression, mais il a fallu convaincre en tout cas, il a fallu se glisser par toutes les fenêtres d'opportunités qui se présentaient, y compris récupérer des collègues qui n'avaient plus de travail parce qu'on fermait leur centre, y compris... voilà, bon. J'ai fait en sorte que la mine d'or identifiée en météorologie, c'est-à-dire le fonds d'archives de la météorologie française qui avait été confié aux archives nationales, mais qui était interdit d'accès depuis plusieurs années à cause de problèmes d'amiante, j'ai fait en sorte que ce soit marqué comme étant une mesure dans le plan national d'adaptation au changement climatique, à savoir qu'il fallait
sortir ces archives et que ça avait une importance. Ça a été inscrit comme une des mesures, j'ai fait ce qu'il fallait. L'argent, il a fallu aller le trouver auprès d'un mécène privé, la Fondation BNP Paribas, qui a décidé de soutenir cette action parce que justement, elle était dans un trou de financement, d'intérêt, voilà, c'était pas de la science, c'était pas des opérations, c'était voilà, quelque part in between. Bon, donc il faut être plutôt teigneux sur ces questions-là. Je crois qu'on l'a bien vu avec le travail sur Saint-Nazaire. Ça demande, je le redis, hein, ça demande vraiment des compétences pluridisciplinaires. Il faut des techniciens archivistes, il faut que les archivistes dans nos archives départementales, dans nos archives thématiques, les archives de l'outre-mer, les archives de la défense, se saisissent aussi de cette question-là. Nos collègues anglo-saxons ont une logique complètement différente. Les archivistes travaillent main dans la main avec les climatologues. Chez nous, ils sont peut-être plus intéressés par l'Ancien Régime ou par des choses plus anciennes. On a eu de la chance avec les archives nationales de pouvoir travailler, et puis on est tombé dans d'autres choses trappes. Pour l'instant, la situation est bloquée, mais on a du mal à susciter l'intérêt, y compris après la COP21, sur ces questions-là. Oui, je voulais juste rebondir sur deux choses, rétention et participatif. Rétention, tout à l'heure, le mot a été évoqué. Je voudrais juste que les choses soient claires. Il n'y a pas du tout de rétention au CHOM concernant les archives dans le domaine de la marégraphie. Simplement, ce sont des documents fragiles. Et justement, notre intention, c'est pour qu'ils soient partagés, c'est de pouvoir les passer au stade numérique, de manière à ce qu'ensuite ils soient libres comme l'air ou comme les réseaux. Participatif. Donc là, on marche complètement en fait dans les traces de Météo France, c'est ce que vient d'évoquer Philippe. Et ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite mettre en œuvre, là aussi probablement avec l'appui de l'Union européenne ou de mécènes, enfin en tout cas des soutiens financiers identifiés. Ce qu'on souhaite faire en tout cas, c'est numériser les archives, qui sont des cartes, qui sont des photos, qui sont des marégrammes. Donc numériser ces archives, c'est-à-dire scanner nos documents, qui sont en général des documents de grande taille, des documents A0, 1 mètre carré, pour les mettre sur un portail. Et ensuite, c'est là où le côté participatif intervient, c'est mettre en place des outils et proposer à chacun de venir numériser littéralement ces documents. Parce que c'est une chose que d'avoir une photocopie numérique d'un document, c'en est une autre que d'avoir mis sur un tableur les valeurs d'une courbe pour pouvoir ensuite faire des calculs et faire des exploitations scientifiques. Voilà, donc on est vraiment dans cette démarche qu'on a initiée, comme je le disais tout à l'heure, mais qu'il faut maintenant transformer et qui est sans doute quand même une démarche de longue haleine. Oui, Jean Jouzel, on entend bien qu'il y a quand même beaucoup de mobilisation enfin, dans cette salle et autour de cette table, mais le défi est immense. Selon vous, quelles sont les urgences un peu par rapport à la recherche? Est-ce qu'on peut dégager des lignes de... Oui, évidemment, c'est une question un peu vaste, mais histoire de, comme c'est la clôture de ces 3 jours, histoire d'ouvrir un petit peu vers des perspectives. Plutôt que d'ouvrir des lignes, parce que justement, je suis au Conseil économique et social et environnemental et nous proposons de faire un avis sur la recherche après la COP21. Et ce qui ressort, moi, ce qui me semble pour tout ce qui touche au niveau de la mer, c'est justement que les gens se retrouvent, parce qu'il y a beaucoup de disciplines qui concourent, les satellitaires, les paléos, les océanographes, mais aussi pour tout ce qui concerne les problèmes d'adaptation, les sciences sociales, il va y avoir beaucoup de décisions. Donc voilà, donc c'est peut-être plutôt justement plutôt que donner des priorités, parce que le modélisateur de calotte glaciaire, sa priorité, c'est de comprendre. Il va pas faire de l'océanographie forcément. Je veux dire. Donc plutôt que de dire, c'est plutôt d'essayer de dire que tous ces, effectivement, c'est l'occasion aujourd'hui que toutes ces disciplines se retrouvent autour de projets communs, mais ça va souvent des sciences sociales. Si on parle d'adaptation également. Et bien sûr, en gros, quand même, l'objectif, c'est effectivement d'être capable de donner aux décideurs politiques, parce qu'il va y avoir beaucoup de décisions qui sont prises et qui vont être prises dans les années qui viennent par rapport à cette élévation du niveau de la mer, de pouvoir donner les éléments vraiment de décision. C'est ça qui est important. Donc, plutôt que de prioriser, je pense que c'est plutôt une invitation à tous ceux qui
disons pour lesquelles, et il y a de nombreuses communautés pour lesquelles disons, cet aspect élévation du niveau de la mer est vraiment au cœur de leur recherche, d'y aller, mais aussi de le faire de façon multidisciplinaire. Torquil Larroux, pour vous, pour la COI, quelles sont les priorités à venir? Je veux seulement dire une chose. Premièrement, c'est adresser cette question sur le différence en capacité. Pour la COI, une des premiers buts de la COI, c'est aussi assister avec cette amélioration et égaliser la capacité. Et c'est une des causes que la COI était établie il y a presque 55 ans. Et c'est seulement pour souligner que la COI a essayé de faire beaucoup de trainings et des cours, et on assiste dans le programme du GLOS, par exemple, sur le niveau de la mer, avec des cours, des conseils techniques. Mais c'est limité à cause des fonds. Le fonds doit être identifié, et c'est des fonds extra-budgétaires et des fonds de projets. Mais quand vous êtes une commission intergouvernementale, ça veut dire qu'il faut que les États s'investissent sur ce sujet. Exactement, et ça veut dire, ça, dans une certaine façon, ça aussi réfléchit les priorités de l'État. Bon, pour retourner à votre question, quels sont les plans pour le futur? Bien, on a on soutenir le programme du GLOS. C'est évidemment il y a des plans d'implémentation, et quand je dis GLOS est une des composantes de le Global Ocean Observing System et le Global Climate Observing System. Et ça veut dire que la priorité, c'est d'avancer des systèmes de GOOS et GCOS avec des coordinations et des sensibilisations et des stratégies. C'est dans les grandes escales. Et ce travail est done en collaboration avec le OMM et les autres organisations internationales. Pour le GLOS, et le dernier plan d'implémentation a focusé à deux buts. Premièrement, c'est d'établir plusieurs des GPS et GENS stations qui mesurent en continuellement. Je ne sais pas si tout le monde comprend ces acronymes. Oui. C'est pour mesurer la Terre, le mouvement vertical de la Terre juste à côté des marégraphes. Et deuxièmement, un des autres buts pour le GLOS, c'est de améliorer les échanges de données et fournir des transmetteurs de satellites à tous les marégraphes dans le GLOS Core Network. C'est environ 300 stations de marégraphes pour améliorer le réseau, ce qu'il peut échanger les données en temps réel, et pour aussi
assister avec des autres buts qu'on utilise les marégraphes, par exemple pour les prévisions des hasards, pour les prévisions des extreme sea level events et pour les tsunamis. Et ça donne ça agrandit les groupes des utilisateurs, et à cause de ça, on espère que les groupes peuvent faire pression sur la maintenance de cette réseau d'observation. Merci beaucoup. Philippe Dandin, j'imagine que vous allez continuer à sensibiliser sur la nécessité de conserver les archives, puisqu'on a bien compris, c'est votre combat. Oh. Ah aussi, on a compris que c'était un vrai combat. Enfin, moi, en tout cas, vous saurez que je mène plein de combats. Mais oui, c'en est un qui est important, et pour toutes les raisons qui ont été exposées durant ces journées. Je crois qu'on a un enjeu qui est encore considérable, de comprendre comment fonctionne le climat, comment fonctionne la planète. À chaque fois qu'on commence à ouvrir une porte, on en trouve 10 suivantes à explorer. On peut avoir une idée des mécanismes et ne pas prendre la mesure de leur importance à l'échelle de la Terre. On peut complètement ignorer certains mécanismes et pourquoi certaines observations faites dans le passé sont là, sous nos yeux. Donc il y a vraiment un enjeu de compréhension de la variabilité du climat, de l'impact de l'homme. Ça suppose de ne rien lâcher. Ensuite, je crois qu'effectivement, il faut continuer à parler d'archives, de ce regard vers le passé qui nous permet de comprendre le présent et d'éclairer l'avenir. On a vraiment besoin de ce travail-là. C'est un travail scientifique, je dirais aussi que c'est un travail d'ordre politique, au sens du dialogue qu'on peut avoir avec nos concitoyens. La mer, je suis assez d'accord avec Jean, la mer est un excellent lieu de regroupement, de fédération des énergies et de sensibilisation du public, parce que c'est un lieu où se placent des événements que chacun peut percevoir, et il y a eu des événements catastrophiques. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, on n'instrumentalise pas les événements extrêmes, etc. Mais néanmoins, si les gens se soucient du changement climatique via la montée séculaire du niveau de la mer, c'est aussi parce qu'ils ont vu des surcotes, donc sur des constantes de temps et avec des raisons qui sont totalement, qui sont en grande partie différentes de celles dont on parle quand on parle de changement climatique avec source anthropique. Mais ils ont vu ces phénomènes de surcote qui durent quelques minutes, qui arrivent au mauvais moment, au mauvais endroit, avec une conjonction de probabilité très faible, et qui leur laissent l'impression, ou qui leur permet de se transposer dans un futur climatique qui est pour eux très hypothétique, très insensible, quelque chose de difficile à percevoir. Donc je pense que là, ça fait appel à des sciences qui ne sont pas celles de nous autres, majoritairement physiciens. Ça fait appel aux sciences humaines et sociales, ça fait appel aux sciences infocom, information, communication, la façon dont on représente tout ça. Et je reviens encore sur ces archives. Elles ont une véritable beauté et une véritable force pour permettre d'illustrer ce que pourrait être le futur. Enfin, sinon, peut-être pas illustrer ce que serait le futur, mais permettre aux gens de faire un travail personnel, intellectuel, avec leur propre mémoire, leur propre culture, leur propre histoire, l'histoire de leur communauté, l'histoire de leur territoire, l'histoire de leur filière économique, etc. Ça leur permet de faire ce travail de réflexion qui est absolument nécessaire pour se convaincre que le climat, objet insensible s'il en est un sujet vital pour nous tous. Marilyn Diarra, là vous allez dans l'immédiat, vous êtes arrivée ce matin, vous allez entamer un tour de France pour justement essayer de monter cet observatoire, c'est ça ? Après Paris, ce sera un tour du littoral français, plutôt un petit bout du littoral français, effectivement par rapport à cet observatoire qui est une des priorités de la direction de l'environnement et du ministère de l'Environnement. Je voulais dire aussi par rapport aux préoccupations et par rapport à
comment on doit réagir au niveau du Sénégal. Le Sénégal, ça n'est pas un pays insulaire, mais c'est un pays qui contient beaucoup d'îles. Les îles les plus connues, ce sont les îles de Saint-Louis et l'île de Gorée, mais il y a beaucoup d'îles au niveau du delta du Saloum, en Casamance aussi, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, et donc ça accentue la vulnérabilité, bien entendu, du littoral sénégalais, le fait d'avoir toutes ces îles. Et donc, le Sénégal est vraiment un pays très vulnérable, c'est un pays qui fait partie des pays les moins avancés. On a donc une économie qui est ce qu'elle est. Et donc, on est frappé vraiment de plein fouet par cette problématique d'érosion côtière, de phénomènes, d'événements récurrents de montée des eaux. Il faut qu'on réagisse par rapport à ça, d'autant plus que 60% pratiquement de la population du Sénégal se trouve sur les côtes. Une grande partie de l'économie du Sénégal se fait au niveau de ce littoral, d'où la nécessité vraiment de réagir par rapport à tout ça et de savoir comment on doit se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles décisions, encore une fois, doivent être prises? Et vous l'avez dit tout à l'heure, M. Jouzel, la recherche doit être multidisciplinaire, bien entendu. Il ne s'agit pas de parler du trait de côte jusqu'à fatiguer, comme on dit au Sénégal, sans avoir pris en compte toute la problématique socio-économique qui va aussi avec ce trait de côte. Donc il y a tout ça à mettre ensemble, il y a tous ces éléments à mettre ensemble pour qu'ensuite on puisse savoir ce qu'il y a lieu de faire. On a fait par exemple au Sénégal de façon très ponctuelle, on a construit une digue au niveau d'un cimetière à Rufisque. Je cite les noms pour ceux qui connaissent. Hein. Et donc il y a Issa au moins, Issa Sarro qui est là parmi nous, qui connaît bien tout ça et beaucoup d'autres sûrement. Bref, on a construit une digue en dur, enrochement en basalte, tout ce qu'il y a de plus solution hard comme on dit. 730 mètres de côte, 3 milliards 500 millions de francs CFA. Alors je ne sais plus en euros ou en dollars combien ça fait. Enfin, ça fait pas mal d'argent. Ouais. On vient de réhabiliter, de reconstruire une plage au niveau de Saint-Louis, face à Saint-Louis, au niveau d'un village qui était en train de partir à la mer. On a reconstruit une plage sur 700 mètres de long qui a coûté 10 fois moins cher que la digue en dur. Donc, entre les méthodes soft et les méthodes dures, il y a toute une discussion aussi à avoir. On ne peut pas faire la même chose partout, évidemment, il y a des spécificités. Mais pour qu'on puisse savoir quelles sont les bonnes solutions, à quel endroit et comment réagir par rapport à tout ça, il faut la recherche, il faut mettre ensemble tous les acteurs, mais il faut aussi que toutes ces informations arrivent au niveau de ceux qui vont décider ensuite de ce qui va se passer. Et donc, c'est toute cette synergie et toute cette dynamique aussi qu'on doit mettre en place, bien entendu au niveau du Sénégal, mais aussi avec les autres pays. Vous avez parlé tout à l'heure d'adaptation, on a parlé d'adaptation. Oui, on a besoin de financement pour l'adaptation, mais ça ne suffit pas. C'est pas ça non plus qui va régler le problème. Il y a besoin de concertation entre les différents acteurs et encore une fois, les pays comme le Sénégal, comme d'autres pays, comme des pays insulaires carrément, complètement, pratiquement voués à disparaître d'ici peu, il y a urgence et il faut qu'on sache vers quoi on va aller. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on noue des partenariats beaucoup plus forts. Il faut qu'il y ait ces échanges beaucoup plus forts encore entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais aussi entre les pays du Sud eux-mêmes. Et bon, c'est toute la communauté maintenant qui est interpellée par rapport à ça. Si on veut que les pays qui subissent actuellement de plein fouet toutes ces répercussions et toutes les conséquences des changements climatiques puissent avoir un avenir un petit peu plus serein, si je peux dire. Merci Laurent Kerr. J'imagine que, avec ce que vous nous avez dit, l'un des objectifs du CHOM, c'est de partager au maximum ces données dans les... Oui, alors c'est partager les données, partager les pratiques. On a une responsabilité nationale d'observation du niveau des mers, mais on n'est pas le seul acteur.
Donc on organise REFMA, hein, c'est le portail qui permet de réunir déjà un certain nombre des acteurs de la mesure du niveau des mers. Donc on va continuer dans cette veine et oui, encore une fois, partager les pratiques et diffuser les données en temps réel, et notamment à l'appui des politiques de risque, que ce soit le changement climatique, les tsunamis, les submersions. Jean Jouzel, pour terminer sur une note positive, avant de donner la parole à la salle, vous nous aviez dit au début de cette table ronde qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes. Bon, alors maintenant, vous êtes professeur émérite, vous avez passé toute votre carrière à travailler sur ces enjeux, enfin pas particulièrement le niveau de la mer, mais disons plus globalement le climat. Est-ce que vous avez quand même, avec votre recul scientifique, l'impression que la recherche dans concernant le climat, plus généralement, peut-être pas uniquement l'évolution du niveau de la mer, prend vraiment de l'ampleur, et est-ce que cette dynamique lancée par la COP21 va pouvoir un peu accélérer les choses ? Oui, alors, disons que j'ai quand même le sentiment que dans ce domaine du climat en général, mais du niveau de la mer, la communauté scientifique a joué son rôle. C'est-à-dire quand on regarde, la Convention climat, dès au départ, en fait, les décideurs politiques, à travers la Convention, ont compris qu'il fallait faire quelque chose. Et quand on regarde l'objectif 2 degrés, ça s'appuie complètement sur le diagnostic des scientifiques, hein, quand on regarde le 5e rapport du GIEC. Donc, je pense que le rôle d'alerte, alors très, très globalement, ça va aussi des économistes sur l'ensemble de la communauté scientifique, je pense qu'elle a bien joué son rôle. Donc, moi j'ai le sentiment effectivement, c'est peut-être un peu d'un certain devoir accompli, alors au sens de notre communauté. Hein, quand on regarde, ce qui va moins bien, c'est effectivement que, disons, du diagnostic à l'action. Moi, j'adhère complètement à l'objectif 2 degrés, même je comprends que des pays se battent, souhaitent limiter le réchauffement climatique à 1 degré. Et ça, je dis, ça s'appuie vraiment sur les conclusions de notre rapport scientifique dans tous les domaines. Après, c'est la difficulté de l'action. Alors, moi, modestement, mais j'ai essayé d'interagir. Enfin, je suis de ceux, je ne suis pas tout seul, donc j'ai essayé d'interagir avec les politiques, vraiment d'aller au-delà simplement de... Oui, je pense qu'on doit exprimer nos résultats, disons, je crois qu'en France, on a des canaux, on arrive quand même à se faire entendre des décideurs politiques, au sens, il y en a ici, hein, donc je crois qu'on a, dans ce sens-là, il n'y a quand même pas trop de barrières. Il y a encore des hésitations d'aéroports, des choses comme ça. Oui, d'accord. Hein, ouais, mais enfin, je veux dire, je peux citer ici l'ONER, qui est quand même, qui a été mis en place aussi il y a une quinzaine d'années à l'initiative du sénateur Vergès. C'est clair que c'est un très bon relais au sein du ministère pour tout ce qui concerne les problèmes d'adaptation et plus généralement le changement climatique. C'est très clair que, disons, le dialogue existe, le dialogue s'est mis en place depuis le Grenelle de l'environnement jusqu'à la préparation de la COP. Merci, la parole est à vous. Si vous avez des interventions, des questions, on a une